Alors, bonjour, bienvenue à tous. Alors, ce soir, le webinaire s'intitule Stratégie pour limiter les impacts des changements climatiques sur les infrastructures. Et j'aimerais, là, avant qu'on débute, qu'on vous redonne les consignes sur l'utilisation de Zoom. Si vous êtes le nouveau avec nous puis vous avez moins de familiarité avec ça, je vais demander à Cérine de nous parler de ça. Oui. Il n'y a pas de traduction simultanée ce soir. Non, c'est vrai. C'est juste du français, ça va être correct pour tout le monde. Donc, ça va être assez simple, comment ça va se passer. Pendant la présentation de Sébastien Fournel ce soir, on ne prendra pas des questions, on les prendra juste à la fin. Par contre, il y aura des sondages à répondre. Ce sera facile pour les sondages, il suffira de cliquer à l'endroit approprié sur l'écran, vous verrez, c'est assez évident. Si toutefois vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, que vous voulez qu'on réponde à la fin, n'hésitez pas à utiliser quand même le Q&R ou Q&A en bas de votre écran, vous cliquez dessus. Sinon, là, on recueille toutes les questions qu'on répondra à la fin. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à utiliser le discussion ou chat que vous trouverez aussi en bas de votre écran. Puis on fera notre possible pour vous aider. Et finalement, vous allez remarquer que votre son est barré et aussi que votre caméra est barrée. C'est normal, votre caméra, vous ne pouvez pas l'allumer. Par contre, votre son, si vous jamais voulez, à la fin, vous voulez poser des questions directement plutôt que les écrire, il n'y a pas de problème. Il suffit pour ça de lever la main. Normalement, il y a une petite icône qui s'appelait lever la main en bas. Une fois que vous la levez, ça nous indique que vous voulez ouvrir votre micro pour poser votre question à voix haute. Donc c'est ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat discussion. Alors, merci beaucoup, Cérine. Fait que ce soir, j'aimerais vous présenter votre conférencier, qui est M. Sébastien Fournel, qui est ingénieur et aussi professeur à l'Université Laval. Et vous serez accompagné par moi-même, Nathalie Côté, et Cérine El-Amdoui pendant toute la soirée. Alors, avant de laisser la parole à M. Fournel, j'aimerais vous rappeler que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au réseau Agri-Conseil et au programme VBP+. Alors, à ce moment-ci, moi, je vais arrêter mon partage et je vais permettre à M. Fournel de faire le sien. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation, Nathalie et Cérine, de pouvoir présenter un peu l'ensemble de l'expertise qu'on a développée dans mon laboratoire au cours des dernières années. Donc, en tant que justement professeur sur les infrastructures agricoles et agroalimentaires au département des sols et de génie agroalimentaire, donc à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Donc, on travaille beaucoup depuis plusieurs années à essayer justement d'adapter les fermes au réchauffement climatique. Et donc, ça se traduit de différentes façons. Puis, on travaille également beaucoup à la réduction des gaz à effet de serre. Puis, on le fait aussi de façon très horizontale, donc entre toutes les productions animales. Donc, on travaille autant dans le bovin laitier, dans l'avicole, dans le porcin, dans le vin et évidemment dans le bovin de boucherie. Par le passé, j'ai moi-même travaillé au niveau des enclos d'hivernage pour mon projet de fin de baccalauréat. Donc, ça a été une belle opportunité. Puis, le nouveau concept qu'on avait développé a été testé quelques années plus tard à l'IRDA, l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Donc, le dernier projet qui a eu lieu, là, ça a été justement de mettre en application ce qui avait été développé quelques années auparavant. Puis, j'ai continué cette collaboration-là avec l'IRDA au fil des années. Donc, même si on a souvent davantage de projets dans les grosses productions, mais on s'intéresse quand même là, aux bovins de boucherie. C'est sûr qu'au niveau du matériel que vous allez voir aujourd'hui, en fait ce soir, donc il y a plusieurs références justement à d'autres productions, mais souvent lorsqu'il y a question de gestion d'ambiance, mais peu importe la production, ça se ressemble beaucoup. Les concepts, les technologies sont les mêmes. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. Puis la même chose, qu'on soit au niveau vache-veau ou bovillon, ben, il peut y avoir certains parallèles qu'on peut faire, même si on parle de l'un ou de l'autre. Donc, avant de commencer, j'aime souvent savoir, sonder un peu l'auditoire pour savoir à qui je m'adresse. Donc, est-ce que dans la salle, on a plus des producteurs ou des intervenants
ou autres. Donc, ça peut être des étudiants, d'autres chercheurs. Donc, s'il vous plaît, juste simplement répondre au sondage qui normalement apparaît à votre écran. En termes de résultats, donc on voit bien que près des 3/4, donc vous êtes producteur, ce qui est je suis très content de ça. En fait, vous êtes souvent une clientèle qu'on rejoint moins en tant que scientifique. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous parler et vous présenter un peu justement nos travaux et nos résultats. Puis aussi, très content quand même qu'il y ait une partie d'intervenants sûrement qui gravitent autour de vous. C'est une bonne nouvelle en soi. Donc, je vais fermer de mon côté et poursuivre tout simplement. Donc, aujourd'hui, on est là justement parce que l'évolution du climat. Donc, vous l'avez probablement ressenti dans les dernières années. Nos étés sont généralement plus chauds. Puis là, ben, on a un automne un peu spécial. Donc, il y a à peine une dizaine de jours, on était presque dans des situations des 20 degrés en chandail dehors, alors que dans les prochains jours, il annonce de la neige. Donc, on est dans une évolution du climat qui, ultimement, ben, si ça nous affecte au niveau de notre habillement et de comment on s'habille justement à l'extérieur, ben, c'est la même chose pour les bovins ou tout autre type d'élevage. Donc, ce climat-là va affecter leur bien-être. Donc, si on soit en situation de stress thermique ou de stress de froid ou de chaleur, donc ça va influencer la productivité des animaux. Puis aussi, ben, ça va influencer l'environnement des entreprises de production. Donc, ce que vous allez décider de mettre en place comme stratégie d'adaptation. Puis à ce moment-là, ben, ça peut prendre deux formes. Donc, vous pouvez essayer de gérer l'ambiance en fonction de l'évolution du climat. Puis ça va aussi avoir un impact sur certaines infrastructures, notamment les enclos d'hivernage. Donc, on va regarder ces deux éléments-là là, tout au long de la présentation. Puis, donc, avant de débuter un peu justement plus dans l'adaptation, il faut savoir un peu d'où on vient puis qu'est-ce qui s'en vient justement en termes de changement climatique. Donc, si on regarde du côté de l'été, les simulations nous prédisent évidemment une augmentation du nombre de jours avec une température maximale de 30 degrés. Donc, par le passé des projets qu'on a fait avec Uranus, un consortium qui s'attarde beaucoup justement aux simulations climatiques là, à plus long terme. Donc, si généralement on est dans une région où on a une semaine, 2 semaines de canicule au-delà de 30 degrés, ben, dans le futur, ça risque de doubler, voire tripler ce nombre-là. Donc, il va falloir prendre des mesures pour être capable de contrôler ces grandes températures-là qui peuvent avoir des impacts quand même assez importants sur la productivité de nos animaux. Puis aussi, ben, une augmentation de la fréquence des pluies intenses. Donc, c'est pas nécessairement dans la quantité de la pluie, mais plus dans des orages violents, des événements climatiques un peu plus intenses, donc comme de la grêle et autres. Donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre là, pour le futur au niveau de l'été. Puis alors que pour la période hivernale, ben, on s'attend évidemment à une température moyenne qui soit un peu plus élevée et de plus grandes fluctuations de température. Donc, on voit un peu dans les dernières années, les janvier, souvent, il y a beaucoup plus de redoux, on a de la pluie. Donc, des événements de pluie, des événements de neige qui s'entremêlent un peu. On voit une augmentation des précipitations, donc qu'elles soient sous forme de pluie, sous forme de neige. Au niveau du total, il risque d'en avoir davantage. Aussi, comme la température moyenne augmente, ben, on a moins de neige au sol. Donc souvent, les précipitations vont justement être un peu plus sous forme de pluie que de neige. Et ultimement, plus d'épisodes de gel et de dégel. Et ces différentes conséquences-là vont avoir un impact au niveau des vaches, justement, en termes de stress de chaleur à l'été, alors que l'hiver, ben, il va falloir porter une attention particulière à l'entretien des enclos d'hivernage et également à la présence de condensation dans les infrastructures qui peuvent devenir problématiques. Mais avant d'entrer plus en détail dans les aspects pratiques et les technologies, donc il faut faire un petit rappel des aspects théoriques pour bien comprendre d'où on part, puis comment on va en être amené à gérer notre ambiance dans les bâtiments. Ce qui m'amène à cette deuxième question, un peu plus technique, sur le terme ventilation. Donc, dans l'image que vous voyez juste à votre droite, lorsqu'on fait référence à de la ventilation, est-ce qu'on parle de les ventilateurs qu'on voit encerclés en rouge, donc la portion A, ou est-ce qu'on parle de la portion B, donc les ventilateurs en blanc, les deux, ou ni l'un ni l'autre? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre.
Je voulais juste ajouter la précision que sentez-vous bien à l'aise de répondre ce que vous pensez, là, et c'est anonyme, personne ne saurait là, qui a répondu quoi. Là. Fait que vous gênez pas pour répondre. Puis on n'est pas là pour le jugement, on est là pour apprendre. Tout à fait. Donc, on a les résultats qui s'affichent à l'écran. Donc, quand même, on voit que la plupart des gens pensent A et B. Donc, presque les trois quarts sont les deux. Puis, c'est justement un peu le mythe qu'il faut démystifier ici. Si on veut vraiment être précis et technique, la ventilation va simplement faire référence au ventilateur A. Donc, même s'il est dans les deux cas, on va parler de ventilateur, mais il y en a une série qui est des ventilateurs qu'on va appeler dans ce cas-là d'extraction. Puis les autres en B, mais c'est surtout des ventilateurs de recirculation. Donc, il faut faire une distinction assez importante entre ventilation et recirculation. Donc, dans un bâtiment, si le bâtiment est mal ventilé, qu'il n'y a pas assez de changement d'air avec les ventilateurs d'extraction, vous aurez beau rajouter le plus possible de ventilateurs de recirculation, parce que vous allez recirculer, c'est de l'air usé, vicié à l'intérieur de votre bâtiment. Vous n'avez pas d'air frais qui rentre à l'intérieur, donc on n'améliore pas nécessairement les conditions. Donc, c'est super important de distinguer ces deux aspects-là pour la suite des choses, parce qu'ultimement, comme on va le voir à la prochaine diapositive, ben, le but d'un système de ventilation, donc on parle surtout des ventilateurs qui sont dans les murs, ben, c'est d'apporter, d'avoir un apport d'air frais, donc d'amener de l'air qui est moins chargé en température, moins chargé en humidité et surtout moins chargé en odeur et en gaz pour justement extirper par les ventilateurs d'extraction l'air d'ici qui est chargé par la chaleur, l'humidité, les gaz, les odeurs qui ont été générés à l'intérieur du bâtiment là, par les animaux. Donc, on le voit bien sur la figure du bas. Donc, que ce soit les animaux, même les fumiers ou les abreuvoirs, différentes surfaces, donc vont émettre ces différents contaminants-là qu'on va vouloir justement envoyer à l'extérieur pour faire entrer de l'air frais. Puis, ultimement, un système de ventilation qui est efficace, on va aussi pas nécessairement vouloir causer de courant d'air, donc ce sont des animaux plus jeunes, par exemple des veaux. Donc, on veut avoir une air qui est homogène à l'intérieur du bâtiment. Puis aussi, ben, au-delà des causés courants d'air, on ne veut pas nécessairement de points morts. Donc, il va y avoir justement une accumulation de ces différents contaminants. Donc, super important d'aller chercher cet apport d'air frais-là, ce bon taux de renouvellement d'air. Puis, ultimement, si on arrive, si je fais référence au sondage d'avant, si on arrive dans des situations problématiques d'été, de stress de chaleur, ben là, les ventilateurs de circulation vont venir vont être complémentaires à notre système d'extraction pour venir aller chercher des vitesses d'air supplémentaires au niveau de nos animaux. Puis lorsqu'on parle de bonnes conditions ambiantes en termes de température, vous le voyez à droite. Donc, vous avez un ensemble des gammes de température représentant par des zones thermoneutres ou des zones de thermoneutralité. Donc, c'est des zones où les animaux ont le moins d'énergie à dépenser pour garder leur température corporelle constante. Donc, on voit dans l'encadré rouge que pour des bovins de boucherie, ça peut se situer quand même dans une zone assez variable entre 0 et 25 degrés. Puis lorsqu'on sort de la boîte centrale principale, on se retrouve dans ce qu'on appelle les moustaches. Donc là, on trouve des animaux qui vont être en situation de stress thermique, qui vont devoir faire certaines adaptations pour être capables de conserver leur température corporelle. Donc, l'idéal, c'est que notre système puisse apporter de l'air frais, évacuer les différents contaminants, puis demeurer dans des conditions qui sont confortables pour les animaux. En termes d'humidité, on va vouloir conserver quelque chose alentour de 50 à 80 %. Donc, il est vraiment la zone optimale dans ce cas-là. Puis, pour ce qui est des gaz en particulier, ben, on va surtout généralement contrôler en fonction du CO2, donc le dioxyde de carbone, qui est souvent un indicateur de qualité de l'air. Si lui est élevé, mais souvent les autres gaz vont l'être aussi. Donc, selon les normes, on parle généralement sous les 5000 ppm. Dans certains cas, on va aussi vouloir peut-être même être en bas de 3000 ppm pour conserver des conditions, des conditions de qualité de l'air optimales. Puis en termes d'ammoniac, lorsqu'on est en bas de 25, on est généralement très bien, mais même à 10, 15, vous pouvez déjà le ressentir, puis le nez peut vous piquer, vous avez des yeux aussi qui peuvent vous piquer. Donc, c'est vraiment une norme plus de santé publique, mais
plus on est bas, ben, mieux c'est. On évite certains problèmes là, au niveau respiratoire, autant chez la part des animaux que des travailleurs ultimement. Une façon qu'on voit dans la diapositive du bas, donc ce qui est important de comprendre justement dans l'apport d'air frais, c'est un peu les relations entre la température, l'humidité, comment ça se traduit pour être capable justement de bien gérer notre système de ventilation. Donc, si on voit à l'extérieur, on a un air qui est à moins 25, bien, chaque kilogramme d'air à moins 25 occupe un volume de 700 litres et contient à l'intérieur 0,4 grammes de vapeur d'eau. Et dans ces conditions-là, on a une humidité relative, je porte ma souris, à 100% d'humidité relative. Donc, à cette température-là, l'air est hyper froide, donc les molécules d'air sont très proches l'une de l'autre et a une capacité plutôt faible à emmagasiner de la vapeur d'eau, si bien qu'à 100% d'humidité relative, ben, l'air est saturé en eau. Ce qui arrive lorsqu'on apporte de l'air frais à l'intérieur d'un bâtiment qui est, par exemple, à 15 degrés, donc ce même kilogramme d'air-là ben, se réchauffe et en se réchauffant, nos molécules d'air vont se distancer, puis on va gagner en termes de volume d'air 120 litres ici pour le même kilogramme. Puis comme on a la même quantité d'eau, donc on n'a pas encore ajouté de l'eau par nos animaux aux différentes surfaces, les fumiers, etc., mais on voit que dans ces conditions-là, à 15 degrés, ben notre air, notre même kilogramme d'air, maintenant qui occupe un plus grand volume, ben, est capable d'emmagasiner davantage d'eau. Parce que notre 0,4 g représente simplement 3% de la saturation en eau de l'air. Donc, ce faisant, ensuite, cet air-là ben, va évidemment se mélanger avec l'air intérieur davantage, puis va venir se charger de chaleur, d'humidité et de gaz provenant justement de l'activité des animaux. Puis ultimement, ben, notre même kilogramme à 820 litres va finalement contenir 8 grammes de vapeur d'eau. Donc, on voit qu'il en a gagné. Et donc, notre humidité relative va augmenter. Donc, évidemment, si on n'a pas un bon taux de changement d'air à l'air, ben, on n'amène pas cet air frais qui est surtout moins chargé en humidité, en température et autres. Et donc, va permettre ensuite à ce que les animaux vont dégager, ben, de pouvoir avoir l'espace nécessaire dans cette quantité d'air-là pour être capable d'emmagasiner des contaminants et ensuite de les extirper. Donc, si on ne ventile pas suffisamment, ben, on va simplement avoir une accumulation de chaleur, d'humidité et de gaz à l'intérieur de la bâtisse. Et en utilisant simplement les recirculateurs, ben, on n'améliore pas nécessairement le climat là, pour les animaux. On fait simplement le recirculer dans le visage de l'air qui est vicié. Donc, c'est un concept quand même super important à bien comprendre pour la suite. Ultimement, en tant qu'ingénieur, c'est ce qu'on va apprendre à nos étudiants en ingénierie agricole, mais c'est être capable, ultimement, à partir de ce qu'on vient de voir, bien, de déterminer des débits en fonction de la température extérieure. Donc, vous avez ici un exemple qui est pour les porcs, mais on pourrait avoir le même genre de courbe là, pour si on avait un exemple pour les bovins. J'ai décidé d'utiliser cette figure-là parce qu'elle est quand même très claire en termes de ce que j'ai à vous expliquer. Donc, température extérieure sur l'axe des Y et l'axe horizontal. Donc, vous avez le taux de renouvellement d'air, soit dans la norme impériale, donc en pieds cubes minutes, puis vous avez la norme dans le système métrique en litres par seconde en haut. Donc, ce qu'on va déterminer en fonction justement de la production de chaleur sensible, chaleur latente des animaux, mais ce sont justement déterminer les différentes courbes de débit pour contrôler chacun des contaminants, que ce soit la température, l'humidité et les gaz. Puis, ultimement, ce que votre système de contrôle va considérer, bien, c'est la partie la plus contraignante qui est déterminée ici par la courbe en rouge. Donc, on va toujours suivre le débit le plus important à toute température extérieure. Et donc, c'est ce débit-là qui va être considéré par votre système. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans les températures plus fraîches, donc généralement là, dans les températures négatives, on va se retrouver en contrôle soit de gaz, comme ce qui est indiqué ici, ou dans d'autres cas, ça peut être l'humidité qui devient problématique en hiver. Et on va revenir un peu sur ces aspects-là lorsqu'il y a une question de condensation. Et lorsque la température extérieure va se réchauffer, bien, on va tomber en quelque sorte en contrôle de température. Et ultimement, lorsqu'on est en température plus froide, puisqu'on est en contrôle d'humidité ou de gaz, et donc nos courbes sont souvent supérieures justement au contrôle de température. Donc, on va sortir à l'extérieur davantage de chaleur que nécessaire. Et donc, si on est dans cette situation-là, on va devoir compenser par un apport de chaleur via différents systèmes de chauffage.
Donc, vous voyez apparaître ici à votre droite, pour les bovins de boucherie, ce qui est recommandé en termes de taux de changement d'air du bâtiment, donc selon la saison. Puis c'est pas mal la même chose d'une production à l'autre. Donc, généralement, en hiver, on va vouloir 4 changements d'air à l'heure. Donc, ça veut dire que tout le volume d'air de votre bâtiment par heure est changé 4 fois. Ça va augmenter environ à 12 dans les saisons intermédiaires. Puis en été, on va possiblement être entre 40 et 80, donc avoir pratiquement un changement d'air à la minute. Donc, pour savoir un peu comment calculer ça, mais simplement de prendre votre débit de ventilation divisé par votre volume d'air de votre bâtiment et vous obtenez votre taux de changement d'air. Sinon, si on parle plus en termes de débit, donc autant pour l'hiver, l'été, donc pour les veaux, les bovins, les vaches de boucherie, par exemple, 450 kg, ben on parle de 20 CFM en hiver et de 400 CFM en été. Donc, ce sont des recommandations à aller chercher. Donc, lorsqu'on design un bâtiment, ben, on va vouloir être relativement dans ces ordres de grandeur-là en termes de valeur. Puis, une fois installé, donc souvent après le design fait, ben, c'est de programmer justement le système de contrôle pour que les ventilateurs s'adaptent en fonction justement de la température puis puissent fournir les débits qui ont été calculés. Évidemment, c'est un peu difficile souvent de suivre notre courbe qu'on avait tout à l'heure en rouge tout au long, d'avoir exactement le même débit. Donc, une façon économique de le faire de façon traditionnelle, c'est en utilisant certains paliers. Donc, vous en avez 4 ici dans cet exemple-là. La différence avec la figure d'avant, c'est qu'ici, on a plutôt la température ambiante plutôt que la température extérieure. Mais les deux sont reliés les unes aux autres. Donc, lorsque on a une température de consigne, comme on le voit ici, à peu près à 20 degrés, donc si à l'intérieur du bâtiment, on tombe sous les 20 degrés, puis ultimement, c'est le système de chauffage qui risque d'embarquer. Puis donc, aussitôt qu'on est dans le bâtiment, on a le panier 1 qui est en fonction à longueur de l'année, donc qui est en débit minimum de 600 pieds cubes minute. Donc, si on se réfère à la figure d'avant, donc si on est à moins 25, mais c'est le palier 1 qui est en fonction. Puis ce palier 1-là est avec un ventilateur à vitesse variable, donc on va voir qu'on va suivre une certaine courbe. On va s'ajuster en fonction justement de l'augmentation de la température. Donc, on va passer de 600 pieds cubes au début du palier à 2500 pieds cubes par minute. Lorsqu'on va arriver à la fin du palier, vers 21,5 degrés Celsius. Si dans notre bâtiment, ultimement, la température continue de monter, mais on va avoir un second palier, généralement un second ventilateur à vitesse variable qui va s'activer, qui va venir ajouter 1500 pieds cubes jusqu'à un total de 5000 pieds cubes. Puis ça continue à augmenter. On a un troisième ventilateur, cette fois qui est à vitesse unique, donc qui va se rajouter. Puis la même chose pour un palier numéro 4. Puis ce qui est important de regarder ici, c'est qu'ultimement, notre courbe a atteint un certain plateau à un certain moment donné. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve justement ici au-delà de la température de 27 degrés, où le besoin devient encore plus important? Bien, comme on a une pente très faible, ça veut dire que pour une augmentation, quand même une assez faible augmentation de température, peut-être de 27 à 27,5, mais on risque pratiquement de doubler le débit nécessaire. Donc, ultimement, de façon économique et physiquement, ça devient un peu impossible de penser de doubler le nombre de ventilateurs pour peut-être un nombre de jours caniculaires relativement faible par rapport à l'ensemble de l'année. Donc, à ce moment-là, on va devoir ultimement penser à d'autres systèmes, d'autres façons de pouvoir gérer nos stress thermiques. Puis, c'est là-dessus, vers quoi on se dirige maintenant au niveau des bonnes pratiques ou des bonnes technologies à mettre en place pour être capable de gérer les stress thermiques, notamment l'été. Lorsqu'il est question de gérer le stress thermique, vous avez probablement entendu parler des différentes options, qu'elles soient à l'eau et à l'air. Mais ces différentes options-là vont fonctionner toujours selon 2 grands principes. Donc, soit elles vont modifier l'environnement pour limiter le niveau de stress thermique de l'animal. Donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de refroidir l'air ou on va essayer plutôt d'accroître l'échange de chaleur entre les vaches et leur environnement. Et donc là, c'est plutôt l'animal qu'on va essayer de refroidir plutôt que l'air. Donc, en lui permettant de dégager plus de chaleur. Donc, ce qu'on voit
Dans la figure de droite, c'est justement une vache qui peut être dans une situation de stress thermique, donc avec une température corporelle à 38 degrés et une ambiance qui est à 30 degrés, 90% d'humidité relative, donc on est à un facteur humidex quand même assez élevé. Donc notre animal, dans son environnement, a différentes façons de se refroidir, de se rafraîchir. Donc de façon naturelle, lorsqu'il y a une différente température entre la température de l'animal et l'environnement, on va perdre une certaine quantité de chaleur. Donc, même là, il y a une certaine partie de la chaleur qui va être perdue par convection, tout simplement parce qu'on a un gradient entre l'air et l'animal. Évidemment, plus la température est basse, plus ce gradient-là, cette différence est grande, et donc plus l'animal est en mesure de perdre la chaleur. Et donc, c'est un peu ce principe-là, lorsqu'on utilise justement des ventilateurs de circulation, on vient accélérer le potentiel de perte de chaleur dans l'air par convection. Sinon, il y a d'autres façons de rafraîchir l'animal. Donc, ça peut être par conduction. Donc, le même échange de chaleur qu'avec l'air se fait, mais maintenant de surface à surface. Donc, entre la peau de l'animal, s'il est couché sur un plancher de béton qui reste généralement plus froid. Donc, on va réussir à perdre davantage de chaleur que, par exemple, si on est au milieu d'une litière de paille. Sinon, il y a une certaine perte de chaleur qui peut se faire, qui est non visible, mais par radiation. Donc, si les murs sont à la température de la pièce, il y a quand même un échange d'ondes électromagnétiques qui se fait entre les deux, relativement faible, mais elle existe. Et sinon, les animaux sont en mesure de perdre la chaleur par évaporation, un peu comme les humains. Donc, elles vont se mettre à suer pour perdre de la chaleur via l'évaporation de cette sueur-là à la surface de la peau. Et on peut aussi perdre de la chaleur là, par la bouche, donc par le halètement. Donc, dans la portion 2, on va essayer de maximiser justement cet échange de chaleur-là. Donc, les différentes options dans un premier temps, si vous avez la possibilité de bâtir un nouveau bâtiment, donc ce qui est généralement plus simple, donc c'est d'ajouter une isolation au niveau du toit. Donc, pas besoin non plus d'avoir une grosse isolation. R5, R10 est amplement suffisante. Puis, vous voyez directement sur la figure de droite comment cette isolation-là peut impacter, notamment par une journée très chaude d'été. Donc, si on n'a pas nécessairement dans le bas d'isolation, donc évidemment, notre soleil frappe sur la toiture et comme il n'y a pas d'isolation, donc on va réchauffer l'air qui se trouve en dessous. Et ultimement, on va avoir une différence de température, donc 25-28 à 32-36, donc de pratiquement 8 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Alors que généralement, dans un bâtiment qui est bien conçu et bien géré, on va s'attendre à ce que la température intérieure soit de 1 à 3 degrés supérieure à celle de l'extérieur, ce qu'on va retrouver justement ici lorsqu'on isole la toiture. Donc, on a une résistance au transfert de chaleur, ce qui fait en sorte que l'air qui se retrouve à l'intérieur du bâtiment est beaucoup moins affecté par le soleil qui frappe à la surface, donc il peut atteindre jusqu'à 40 degrés. Donc ici, on voit justement notre écart d'environ 2 degrés de moyenne supplémentaire. Donc, ça fait quand même une différence, là, 28 versus 36, ça peut quand même être assez important au niveau de la productivité et du bien-être de l'animal. Sinon, il existe exactement différentes technologies au niveau qui fonctionnent à l'eau. Donc, la première, ce sont les panneaux d'évaporation qui sont quand même pas très populaires, qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup. On le voit peut-être plus justement dans les régions plus chaudes, comme ce que vous voyez à droite, donc qui provient d'un poulailler que j'ai visité au Nebraska. Donc, les panneaux d'évaporation, tout simplement, comme on le voit dans le bas à droite, des genres de tapis humides, donc des genres de cartons ondulés, dans lequel une pompe qu'on voit ici va venir tout simplement faire circuler de l'air. Et donc, on installe ces panneaux d'évaporation-là au niveau des entrées d'air, ici qui est une entrée d'air en ventilation longitudinale ou tunnel. Et donc, l'air, en passant au travers de ces tapis humides-là, gorgés d'eau, va perdre de la chaleur, étant donné que l'eau comprise dans les panneaux d'évaporation va vouloir s'évaporer. Et donc, elle va avoir besoin justement de la chaleur de l'air pour s'évaporer. Donc, on va réduire la température. Par contre, le désavantage, c'est quand on évapore de l'eau, donc on augmente du même coup l'humidité dans le bâtiment. Donc, pour des régions un peu plus arides, ça marche relativement bien. Lorsque c'est très humide à l'extérieur, c'est le genre de système qui peut moins bien fonctionner.
Donc, comme je l'ai dit, souvent, c'est jumelé avec une ventilation tunnel, donc fonctionne mieux. Puis le gros avantage de ces systèmes-là qui ont été mis en application, notamment au Québec, mais c'est l'entretien que cela nécessite. Donc, si on fait évaporer de l'eau, donc ultimement, notre eau devient chargée en différents minéraux. Puis aussi, on peut avoir une prolifération des algues qui est importante. Puis également, c'est super important de faire un bon hivernage de ces systèmes-là. Donc, ça requiert de l'entretien beaucoup. Puis comme on est dans un climat un peu plus humide, ben, c'est le genre de système qui est moins en vogue. Par contre, si vous avez entendu parler peut-être de la maternité de recherche porcine du CDPQ, Centre de développement du port du Québec à Arma. Donc, on a installé un peu ce genre de système-là, mais à l'intérieur. Donc, on a l'air qui est poussé par un système de ventilation à pression positive au travers de ce qu'on va appeler des cool cells, donc justement pour, selon le même principe, refroidir l'air. Puis ce qu'on avait déterminé là, lors d'un projet précédent, donc on avait effectué une étape de revue de littérature au niveau des étables laitières, donc une revue de littérature au niveau mondial, donc de voir quel impact ces systèmes-là pouvaient avoir justement sur le climat et le bien-être animal. Donc, comme on le voit à l'écran, baisse de température quand même assez considérable jusqu'à 6 degrés. Augmentation, comme je le disais, d'humidité relative là, de pratiquement 25 unités de pourcentage. Donc, on passerait de 50 à 75 par exemple. Et pour une baisse de THI. Donc, THI, l'indice de température-humidité, qui est un peu l'équivalent du facteur humidex que vous entendez dans votre bulletin météo, mais cette fois appliqué pour les animaux. Donc, même si on baisse la température de jusqu'à 6 degrés, on a un impact réel, effectif de 2 unités. On a quand même un impact sur la température corporelle de l'animal, donc qui est abaissé de presque 1 degré Celsius, et aussi une baisse du taux de respiration. Donc, ça a quand même un impact positif. Autre système dont on entend quand même beaucoup parler, la brumisation, qui fonctionne généralement selon à peu près le même principe que les panneaux d'évaporation. Sauf qu'au lieu d'avoir de l'eau qui s'écoule, mais cette fois, on va tout simplement envoyer une fine brune dans l'air, que ce soit au niveau des entrées d'air ici, comme de ventilation naturelle, ou ça peut être aussi jumelé avec des ventilateurs de recirculation. Donc, on envoie des fines gouttelettes qui sont sous pression, donc avec un très faible diamètre. Donc, l'objectif de la brumisation, c'est que ces gouttelettes d'eau-là s'évaporent avant d'atteindre le sol. Et donc, ce faisant, l'eau, en s'évaporant, va aller chercher la chaleur, l'énergie à l'intérieur de l'air. Donc, va rafraîchir l'air, mais ça va du même coup augmenter l'humidité. Et un peu comme le système précédent, on va avoir un entretien qui est quand même assez important, étant donné qu'on a de très fines gouttelettes d'eau, donc ça prend des buses avec des très petits trous. Donc, toute eau qui n'est pas nécessairement de très bonne qualité, donc peut apporter son lot de dépôt et donc avoir des obstructions au niveau de certaines buses. Donc, super important au niveau de l'entretien. Donc, c'est le genre de système qui s'implante de plus en plus au Québec. Puis, pour la même revue de littérature, on a un peu déterminé l'impact de ce système-là. Donc, on voit encore une fois baisse de température, augmentation de l'humidité, cette fois qui peut augmenter jusqu'à 50 unités. Évidemment, c'est dans des régions très arides que ça a été obtenu. Donc, on peut s'attendre dans notre climat à avoir quelque chose qui augmente encore une fois d'à peu près 20 degrés, 20%, 20 unités de pourcentage. Un impact réel sur le THI de 1 à 5 unités, baisse de la température animale, baisse du taux de respiration et augmentation de la production laitière. Donc, lorsque bien géré selon les recommandations que vous voyez au bas de votre écran, on est capable de limiter justement les stress thermiques et de conserver une certaine productivité. Évidemment, c'est dans le domaine laitier, ces chiffres-là, mais ça devrait être à peu près la même chose pour le bovin. Autrement, similaire au système de brumisation, on a le système par aspersion. Donc là, on a simplement un peu des buses différentes, donc qui sont de plus grosse taille, où on va vraiment pulvériser de l'eau à basse pression. Donc, ce qu'on va vouloir créer maintenant, c'est plutôt une pluie fine. Et au lieu de vouloir rafraîchir l'air, donc là, on se retrouve dans le deuxième mode de fonctionnement. On veut rafraîchir l'animal. Donc, on veut vraiment que l'eau vienne mouiller le pelage des animaux. En s'évaporant, cette eau-là va aller chercher l'énergie, la chaleur du corps de l'animal et donc va le rafraîchir de cette façon-là. C'est à peu près la même chose que vous vivez si vous sortez de la douche puis vous ne vous essuyez pas tout de suite.
vous allez sentir probablement un certain refroidissement. C'est justement l'eau, les gouttelettes d'eau à la surface de votre peau qui tentent de s'évaporer. Donc, vous allez aller chercher la chaleur de votre corps pour ce faire. Donc, c'est le refroidissement qu'on veut essayer de générer au niveau des animaux selon la même chose. Et donc, selon le fonctionnement. Donc, ça peut relativement bien marcher. Évidemment, c'est plus utilisé souvent au niveau de l'aire d'alimentation, notamment au niveau des bovins laitiers. Donc, on ne veut pas nécessairement ces systèmes-là près des endroits où il y a de la litière. Donc, on ne veut pas mouiller la litière. Donc, on va plus l'utiliser au niveau des aires d'alimentation, entre autres. Et c'est un système qui va requérir là, moins d'entretien, étant donné qu'il y a moins de chances d'obstruction au niveau des différentes buses. Puis en termes de résultats, donc on va obtenir quelque chose d'assez similaire là, à ce qu'on a vu pour la brumisation. Donc, on va, même si on rafraîchit l'animal, il y a quand même un certain rafraîchissement de l'air qui peut se faire. Donc, jusqu'à 5 degrés, augmentation de l'humidité, même chose, baisse du THI, baisse de la température animale, baisse du taux de respiration, qui peut quand même être assez important, jusqu'à 55 souffles par minute, augmentation de l'ingestion alimentaire et augmentation de la production de lait. Autrement, on peut parler aussi de système de ventilation. Donc, dans les dernières années, beaucoup de nouvelles étapes vont s'intéresser à la ventilation longitudinale ou tunnel, donc pour permettre d'atteindre des plus grandes vitesses d'air justement à l'intérieur des animaux. Donc, au lieu de l'obtenir notamment avec des ventilateurs de circulation, on peut l'obtenir directement avec le système de ventilation à proprement parler. Donc, on va utiliser tout simplement là, de très gros ventilateurs sur le côté court du bâtiment pour aller chercher justement ces vitesses d'air-là qui peuvent aller jusqu'à, je dirais, 1 à 2 mètres secondes généralement, mais jusqu'à 2,5 pour obtenir un certain refroidissement aérien. Pourquoi on va chercher des plus grandes vitesses? Vous avez un peu une représentation en bas des différents systèmes. Donc, si on a une ventilation plus conventionnelle transversale, où l'air circule sur le sens de la largeur du bâtiment, avec les équipements de ventilation et les entrées d'air sur les côtés longs, on voit rapidement que si on a un débit Q qui est en mètres cubes par seconde, qui est égal à la V, la vitesse de l'air en mètres par seconde, fois la section de l'entrée d'air, donc l'air qui est en mètres carrés. Donc, on voit rapidement que dans ce système-là, on a une largeur qui est beaucoup plus grande que dans un système longitudinal où on est sur le côté court au niveau des entrées d'air. Donc, si A ici est beaucoup plus grand, c'est donc que V est beaucoup plus petit. Alors qu'ici, si on a une entrée d'air qui est plus faible, pour obtenir le même débit, on va avoir besoin d'une vitesse beaucoup plus élevée. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent, au niveau de la ventilation d'été, on va privilégier ce type de ventilation-là. Encore faut-il, comme dans le bâtiment laitier, d'avoir des vaches qui ne sont pas nécessairement toujours perpendiculaires. Et aussi, l'autre gros problème qu'on a, c'est que souvent l'air va chercher la meilleure façon de se rendre à l'autre bout. Puis lorsqu'on a des allées où on a des obstructions comme des vaches, ben, l'air va prendre les corridors ou va passer au niveau du plafond. Donc, il faut aussi souvent jumeler ça à des ventilateurs de recirculation pour ramener l'air au niveau des animaux. Donc, on a parlé de recirculation. Il existe deux types principaux là, sur le marché. Donc, des ventilateurs qu'on va appeler à faible volume et à vitesse élevée, LVHS. Donc, on voit un peu là, ici suspendu et incliné, donc séparés de 10 fois le diamètre. Donc, ce sont des ventilateurs qui vont avoir de petits volumes, mais qui vont nous permettre d'aller chercher une vitesse qu'on recherche de 1 à 2,5 mètres par seconde. Puis l'autre option, c'est d'utiliser des ventilateurs, cette fois à fort volume et à faible vitesse. Donc, on a les fameux Big Ass Fans, qui sont les ventilateurs de plafond. Donc, avec de très grands diamètres, vont aller chercher de très grands volumes. Par contre, les vitesses d'air vont être un petit peu plus faibles, mais sont excessivement populaires étant donné qu'ils sont beaucoup moins brillants souvent que les ventilateurs LVHS. Par contre, en termes de résultats au niveau de la littérature, ce qu'on voit, c'est que les LVHS vont souvent être privilégiés pour leurs bienfaits, justement, quand on va atteindre des vitesses un peu plus élevées, ben, vont permettre de meilleurs résultats en termes de rafraîchissement de l'animal, puis de conservation, de maintien, en fait, de la productivité des animaux. Donc, petite question pour vous, encore une fois. Donc, je m'adresse surtout aux producteurs. Donc, je veux savoir
en fonction de ce qu'on vient de présenter, de regarder, de peut-être l'information que vous avez obtenue, les lectures que vous avez faites, est-ce que vous prévoyez ou peut-être même avez déjà implanté un système de refroidissement? Donc, disons à court terme, à l'intérieur des 5 prochaines années, est-ce que c'est quelque chose que vous devez envisager ou ce n'est pas encore une préoccupation importante pour vous? Mais j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ça doit quand même l'être, à tout le moins un peu. Donc, je vous laisse répondre pendant quelques secondes. Donc, assez partagé, pratiquement à moitié-moitié entre le oui et le non. Ce qui est intéressant ici, c'est que il y a un certain chemin qui a été fait dans le cadre du projet de l'agriculture dont je vous parlais dans le domaine laitier, évidemment, mais en 2016, on a effectué le sondage auprès des producteurs laitiers. À peu près 200 producteurs nous ont répondu. Puis à cette époque-là, en 2016, la majorité des producteurs étaient beaucoup plus inquiets par rapport aux cultures, au fourrage, donc au niveau de la perte de rendement ou du changement de graminées à effectuer, plutôt que pour l'impact des changements climatiques sur les animaux, c'était relativement un très faible pourcentage qui était inquiet. Évidemment, c'était avant les étés très chauds qu'on a eu par après, 2017, 2018, 2019. Donc, quand même, il y a certains. Donc, on est à peu près à 25 %. Donc, là, dans le cadre ici, on est à peu près à 50 %. Donc, quand même, on voit que c'est une préoccupation de plus en plus importante. Donc, le bien-être, le confort thermique au niveau des animaux. Mais évidemment, les études ont démontré, fait que dans notre groupe de recherche, ce qu'on a vu, c'est que dans plusieurs des cas, la première étape souvent à effectuer, une fois qu'on s'assure qu'on a un bon taux de changement d'air à l'heure avec notre ventilation d'extraction, c'est d'implanter tout simplement des ventilateurs de recirculation pour aller chercher les vitesses d'air de refroidissement. Souvent, c'est une étape qui va être autant bénéfique que la brumisation. Mais on n'ira pas chercher les problématiques d'augmentation de l'humidité. Selon les simulations qu'on a effectuées, ce qu'on s'est rendu compte selon la région du Québec, donc dans le sud, pour l'instant, la brumisation serait potentiellement rentable lorsqu'on calcule le coût qu'on obtient du lait en fonction des protéines puis du gras. Serait simplement rentable à partir de l'année 2050. Alors que dans les autres régions du Québec, généralement, ce qu'on s'attend, c'est que la recirculation soit largement suffisante pour être capable de limiter les impacts du réchauffement climatique sur les animaux en été. Donc, passons maintenant à la gestion de l'ambiance en hiver. Donc, le gros problème qu'on voit, ça peut être l'apparition qui serait plus fréquente de condensation sur les différentes surfaces. Puis aussi, on va avoir à gérer des fluctuations de température beaucoup plus importantes. Donc, il va falloir gérer peut-être simplement notre contrôleur au niveau de la ventilation un peu différemment. Donc, allons voir un peu ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ces problèmes-là. Donc, je reviens encore une fois avec l'isolation du toit, donc qui est aussi bonne en hiver comme on le voit ici. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est que la condensation va apparaître lorsqu'on a une masse d'air chaud et humide, donc qui est généralement le cas à l'intérieur des bâtiments, qui va devenir en contact souvent avec une surface qui est très froide. Et donc, une masse d'air chaude et humide qui refroidit très rapidement, va surpasser son degré de saturation au niveau de la quantité de vapeur d'eau qu'elle est capable de contenir. Et donc, il y a de l'eau qui va devoir sortir de l'air pour se retrouver sous forme liquide. Et c'est cette condensation-là qui va apparaître au niveau des surfaces. Donc, lorsqu'on a un bâtiment ici en bas à droite qui est non isolé au niveau de la toiture, donc température extérieure à moins 20 degrés, température intérieure à 7 degrés, humidité relative à 70 %. Ce qu'on nous indique ici dans le bas du tableau, c'est que la température du point de rosée est à 2 degrés. Cette température de point 2 à 2 degrés, c'est tout simplement le fait qu'à 70 % d'humidité relative, si on refroidit de 7 à 2 degrés, à 2 degrés, on tombe à 100 % d'humidité relative. Donc, sans changer la quantité d'eau à l'intérieur, c'est qu'on tombe à saturation à 2 degrés. Et donc, si on refroidit au-delà du 2 degrés, là, on obtient de la condensation parce que là, on dépasse le degré de saturation de l'air. Donc, il y a de l'eau qui doit passer à l'état liquide pour que
le système fonctionne. Et donc, lorsqu'on est dans ces conditions-là de moins 20 versus 7 à l'intérieur, donc la toiture, entre guillemets, il y a de très fortes chances que ce soit probablement plus aux alentours de 0 ou moins 5 degrés que de 2 degrés. Donc, si on est en dessous, bien, c'est là qu'on va voir apparaître de l'eau à la surface et donc possibilité de d'écouter au niveau des animaux. Si on a une toiture qui est isolée, donc qui permet là, limiter le transfert thermique au travers de la toiture, donc possiblement qu'au niveau de la face intérieure de la toiture, ben, on est possiblement là, un petit peu au-dessus du 2 degrés, peut-être à 3-4 degrés. Et donc, à ce moment-là, ben, on n'atteint pas le degré de saturation de l'eau à l'intérieur de l'air. Et donc, on n'a pas d'apparition de condensation. Donc, la même isolation de R5-10 serait suffisante là, pour obtenir ces données-là. Sinon, on peut aussi avoir problème de condensation sur les murs, pas nécessairement juste sur le plafond. Donc, dans ce cas-là, c'est possiblement qu'on a justement notre masse d'air chaude et humide qui va être refroidie très rapidement, soit sur les murs ou tout simplement par l'entrée d'air. Donc, on a un courant d'air qui longe le mur, le plafond. Donc, notre masse d'air chaude et humide dépasse son degré de saturation. On va ici voir de la condensation apparaître. Pour contrer ça, ben, tantôt, dans la figure précédente, on avait 7 degrés à 70% d'humidité relative. Mais si on est capable d'avoir un petit peu moins d'humidité relative à l'intérieur, donc d'abaisser cette humidité-là, ben, on a donné une chance peut-être d'avoir une température du point de levée qui est un peu plus basse et donc limiter la condensation à ce moment-là. Donc, c'était pas nécessairement le cas dans mon exemple au départ au niveau du port, mais si on est, par exemple, si on oublie la courbe au niveau de contrôle des gaz, donc on se retrouverait en contrôle d'humidité ici. Et donc, si on veut limiter l'augmentation d'humidité à l'intérieur du bâtiment, on va tout simplement augmenter le débit du premier palier. Et ce faisant, ben, on va extirper davantage d'humidité, donc on va baisser notre taux d'humidité relative à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est l'une des façons de pouvoir procéder. Sinon, on parlait aussi des fluctuations de température qui allaient être plus importantes, donc avec les redoux. Donc, au niveau de la ventilation, on peut aussi avoir à changer un peu les différents paramètres pour limiter les journées problématiques. Donc, si on est dans une journée où on a un redoux en journée, donc on est au palier numéro 1 au départ, on a un redoux, donc température augmente rapidement dans ce bâtiment. On passe au palier 2. Donc, dans le jour, ça va bien, mais lorsqu'on arrive à la baisse soudaine, donc en soirée, donc si par exemple, on est plus on a monté peut-être au-delà de 0 à 10 degrés, puis qu'on retourne dans les températures négatives durant la nuit. Donc, ça fait en sorte que notre système de ventilation ben, est ouvert au deuxième palier, quand même à plusieurs pieds cubes par minute d'air frais qui rentre. Et donc, si notre palier 2 tarde à se désactiver, ben, on va faire rentrer beaucoup d'air frais, donc des courants d'air qui peuvent être nocifs pour la productivité des animaux, surtout si on en a des jeunes à l'intérieur, donc entrée excessive d'air frais. Donc, pour limiter ça, bien souvent, c'est d'aller jouer sur nos intervalles de consignes. Donc, on voit souvent que ici, le palier 1 ben, termine à peu près à 21,5 degrés Celsius, alors que notre palier 2 est à 22. Donc, avant de passer du deuxième au premier, ben, il faut donc cet écart-là de 0,5. Donc, si on le réduit, par exemple, on monte le palier 1 à 21,75, donc il y a simplement un 0,25 de différence. Ben, à 21,75, le palier, on va retourner au palier 1 plus rapidement que dans le cas actuel. Donc, ça pourrait limiter justement cette entrée soudaine d'entrée d'air excessive, d'air frais pendant la période hivernale. Donc, ça peut être un peu le même genre de problème, mais peut-être à des températures un peu plus douces, printanières, entre autres. Donc, si on est dans une journée où on passe du deuxième au troisième palier parce qu'il y a un redoux justement assez important durant la journée, donc on passe peut-être à 15 degrés durant le jour. Donc, on va avoir le même problème lorsqu'on va retourner en soirée, lorsque le soleil se couche. On peut retourner une température plus près de 0. Donc, si notre palier 3 prend du temps avant de se désactiver pour passer à l'autre palier, bien, on peut avoir un refroidissement trop rapide.
Puis comme ici, notre palier numéro 3 est donné par un ventilateur à vitesse unique. Donc, dans ce cas-là, la solution va être soit de remplacer notre ventilateur de palier 3 par un ventilateur à vitesse variable pour adoucir la courbe comme on avait dans les 2 premiers paliers, donc qui permet de réguler en fonction davantage en fonction de la température, ou on change tout simplement notre ventilateur de palier 3 par 2 plus petits ventilateurs qui ensemble donnent le même débit, donc pour en arrêter au moins un des deux lorsque ça se remet à redescendre. Donc, c'est le genre d'adaptation qui sera possible de faire pour limiter l'impact des changements climatiques. Et finalement, au niveau de l'appareil de chauffage, donc si on a des salles qui sont peut-être avec des plus jeunes animaux, donc ça se peut devenir important d'avoir recours à un système de chauffage pour limiter la baisse de température. Donc, à l'inverse des problématiques qu'on voyait dans les diapositives précédentes. Donc, si on a une nuit fraîche, donc on a évidemment un chauffage qui est activé à pleine capacité. On a un redout en matinée, donc la température monte rapidement. Puis elle va aussi monter rapidement parce que justement, le système de chauffage est en fonction. Puis il fait tellement... puis le redout est quand même assez important qu'on monte jusqu'au palier numéro 2. Puis si le chauffage, justement, prend du temps à se désactiver, bien évidemment, on va avoir un refroidissement rapide. Donc, on est monté trop haut. Le chauffage s'est éteint. On fait rentrer beaucoup d'air frais. Donc, on retombe en dessous de 20 degrés. Le chauffage se réactive. Donc, on se ramasse un peu dans une boucle sans fin où le chauffage redémarre sans arrêt, étant donné qu'on monte souvent trop haut. Donc, encore une fois, il faut travailler sur la zone d'insensibilité de l'appareil de chauffage. Donc, de l'arrêter possiblement là, avant ce qu'on voit à l'écran, donc de 19,7. Donc, permet justement de limiter peut-être ce jeu de yo-yo-là entre les appareils lorsqu'il y a des redouts trop importants. Autre problème potentiel, mais ça peut être le poids de la neige. Donc, évidemment, si on a plus de précipitations en hiver, donc en janvier, on l'a vu dans les dernières années. Donc, on a une quantité de neige sur la toiture. Il y a des pluies importantes qui s'abattent en janvier. Donc, notre neige se gorge d'eau. Après ça, après le redout, ben, il y a un gel. Donc, l'eau gèle à l'intérieur de la neige. On se retrouve avec de la glace. Donc, augmentation du poids sur la toiture. Donc, certains dommages à prévoir. Donc, très important à plus long terme, donc de déneiger peut-être plus fréquemment la toiture lorsque ça devient requis. Aussi, une bonne pratique qui est à mettre en place, c'est d'expecter au moins une fois par année l'intérieur de l'entretoit. Donc, vérifier qu'il n'y a pas nécessairement de déformation, qu'il n'y a pas de corrosion au niveau des joints. Donc, s'assurer que justement l'intégralité de la toiture. Et aussi, si vous avez à bâtir un nouveau bâtiment, essayez de considérer des coefficients de charge de calcul qui sont plus élevés de façon traditionnelle, conventionnelle. Dans le code du bâtiment, comme on est en agricole, donc avec faible occupation humaine, on a une possibilité d'utiliser un petit facteur de 0,08. Donc, comme le risque pour l'humain est moindre, on est moins contraignant. Par contre, maintenant, avec les changements climatiques, de plus en plus, on néglige justement cette simplification qu'on a pour le secteur agricole, puis on ramène notre facteur de risque à 1 pour éviter justement ces problèmes-là. Donc, c'est souvent là, un petit surcoût au niveau de la résistance des matériaux à payer pour une sécurité supplémentaire justement dans un contexte de changement climatique. Terminons maintenant avec la gestion de l'enclos d'hivernage. Donc, évidemment, sans le savoir qu'on a 2 types. Donc, l'aire d'élevage qui est sur sol naturel, puis vous avez l'aire d'élevage à portance améliorée. Donc, qui sont utilisés là, dans 2 types, 2 périodes. Donc, une en période de gel, l'autre pendant les périodes justement de redoux. Vous avez 2 types de densité, 2 types d'écurage. Donc, avec les changements climatiques, évidemment, l'utilisation de l'un et de l'autre va varier. Donc, évidemment, s'il fait de plus en plus doux, on va devoir utiliser l'aire d'élevage à portance améliorée plus fréquemment. Et donc, moins de jours dans l'aire d'élevage sur sol naturel. Également, ce qu'on a vu au niveau des conséquences, c'est qu'on va avoir justement plus de redoux, plus de précipitations, moins de neige au sol, donc probablement des difficultés au niveau de l'enclos d'hivernage, maintenir la glacière. Et donc, au niveau de la portance, moins de portance pour les animaux. Et ultimement, possiblement plus de ruissellement, plus d'infiltration et donc plus d'eau à gérer, donc plus de possibilités de contaminer les eaux avoisinantes, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Alors que pour l'aire d'élevage à portance améliorée,
Bien évidemment, s'il passe plus de temps, bien, plus d'accumulation de fumier qu'on devra gérer par la suite, des volumes d'eau contaminés supplémentaires, évidemment, des animaux sur le béton. Au niveau du confort, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Donc, les changements climatiques risquent quand même d'avoir des impacts, des conséquences sur la gestion des enclos d'hivernage. Et je vous parlais au départ, donc on avait travaillé justement à essayer de développer un nouveau concept d'enclos d'hivernage. Donc, je vous parlais justement du projet de l'IRDA dans les années 2015-2016 qui a été mis en application. Donc, ça provenait justement de l'idée qu'on avait développée là, dans mon projet d'ingénierie et de fin de baccalauréat. Donc, d'avoir une portion couverte au niveau de l'aire d'alimentation. Donc, pour limiter le contact des précipitations avec les déjections. Donc, lorsque les animaux, c'est généralement lorsque les animaux s'alimentent, ils vont aussi déféquer. Donc, ça permettait de limiter ce contact-là. Aussi, au niveau de la glacière, donc ajouter plus de litière, donc justement pour améliorer le confort. Puis aussi, comme on risque d'avoir beaucoup plus de lixivia à gérer, donc d'avoir un système de biofiltre ou un bassin de sédimentation pour être capable de contenir les eaux de ruissellement de l'hiver, puis ultimement les envoyer dans notre bande végétative filtrante une fois que on est plus au niveau du printemps, de l'été, où est-ce que la végétation est plus en mesure de traiter ces eaux usées-là et donc d'avoir une meilleur impact au niveau environnemental. Donc, en conclusion, on a vu différentes stratégies justement pour être capable de s'adapter au changement climatique. Donc, en été, évidemment, on va essayer de surmonter les stress thermiques, donc en limitant l'impact sur les performances de l'animal. Donc, il y a différentes façons de le faire, soit en franchissant l'air ou en refroidissant l'animal. Donc, je ne reviendrai pas sur les systèmes, vous avez vu un peu les grandes lignes, les différents principes, puis l'impact que ça peut avoir. Donc, souvent, lorsqu'on travaille avec de l'eau, ben, faut penser qu'on risque d'augmenter l'humidité. Donc, peut-être utiliser ces systèmes-là intelligemment, donc dans certaines parties de la journée, lorsque c'est moins humide. Au niveau des stratégies pour surmonter les épisodes supplémentaires de redoux et de précipitations. Donc, on a vu aussi d'autres systèmes et surtout d'autres bonnes pratiques. Donc, au niveau de la ventilation minimale qu'on doit augmenter, travailler sur les différentiels au niveau de température, et l'ajustement du système de chauffage également, et différentes stratégies, on vient de le voir, pour s'adapter au niveau de la gestion des enclos d'hivernage, litière, aire d'alimentation couverte, et les systèmes de filtration de l'eau, lixivier. Donc, je vous remercie de votre présence et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.